Dov Maimon, bonjour, Boker Tov. Christophe, bonjour. Alors nous avons sollicité ce matin pour parler d'un sujet qui est un sujet qui vous passionne particulièrement, les relations entre Israël et la diaspora, en particulier, on va dire, non pas que la diaspora française ne vous intéresse pas, mais en particulier la diaspora américaine et ses développements, et ce, bien entendu, dans le cadre de la GIA qui est actuellement organisée, la Générale Assemblée des communautés juives américaines qui se tient actuellement à Tel Aviv. Alors, la première question que je voudrais vous poser, et c'est après avoir consulté la presse israélienne de ces derniers jours, de ce matin même, on a l'impression, puisque le thème de cette assemblée, c'est nous voulons dialoguer, on a l'impression que le dialogue, l'appel au dialogue vient plutôt des États-Unis et beaucoup moins d'Israël, parce qu'on peut dire, dirons-nous, la presse israélienne, les médias israéliens ne semblent pas particulièrement se préoccuper ou s'intéresser à la présence de 1500 délégués juifs américains ici. On a l'impression un peu, je dirais, comme il y a une certaine époque en France avec les amitiés judéo-chrétiennes, que c'est surtout c'était surtout un côté qui est demandeur et l'autre qui n'est pas particulièrement préoccupé par ce sujet, c'est-à-dire dans le cas précis, Israël ne s'intéresse pas véritablement à ce dialogue. C'est une impression erronée ? D'abord, vous avez raison que c'est une relation asymétrique. Alors, on reprend d'abord le rapport avec la relation avec la diaspora américaine. Évidemment, 80% des juifs de diaspora habitent aux États-Unis, donc au Canada, donc en Amérique du Nord. Donc évidemment, c'est la diaspora la plus importante, c'est celle qui compte au niveau numérique, au niveau financier, au niveau politique, au niveau géopolitique. Donc évidemment, c'est la relation principale. La France, c'est un pays important, mais les Juifs de France n'ont pas d'impact sur la politique française par rapport au Hamas, ni au Hezbollah, ni à l'Iran. Oui. On peut considérer c'est des gens qui comptent en tant que Juifs, et l'État d'Israël compte. Chaque Juif compte. Et hier, le Premier ministre israélien a clairement dit « Nous souhaitons que l'État d'Israël, le foyer juif national, soit une maison où chaque juif du monde, quelle que soit son appartenance identitaire ou religieuse, même s'il est réformé ou libéral, doit se sentir, et on va tout faire pour que chaque juif du monde se sente à la maison en Israël. Alors, pourquoi la relation asymétrique? En effet, il y a eu un grand changement. Au début de l'État d'Israël, les États-Unis étaient le pays qui fournissait jusqu'à 40% du budget de l'État d'Israël en 1948. Il était aussi très très important en 1967. Aujourd'hui, il fait quand même 2 milliards de dollars de contribution, mais ça ne représente qu'un soixantième ou un peu moins, ou un peu plus de l'argent qui arrive du budget de l'État d'Israël. Donc c'est beaucoup moins important. Aujourd'hui, comme des parents vieillissants, les Juifs de diaspora sont ceux qui ont nourri l'État d'Israël dans ces premières années. Aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui est fort et puissant, et les Juifs de diaspora qui ont besoin d'Israël, qui ne peuvent plus exister sans Israël. Alors, en effet, donc pendant ces 2 jours, ou 2 jours et demi de cette rencontre qui se fait une fois tous les 5 ans, elle se fait en Israël. Et beaucoup de choses, énormément de choses. En fait, d'abord, quand l'année dernière, à Los Angeles, il y avait 5000 personnes. Cette année, donc en Israël, les gens se sont moins déplacés. Puis ils ont fait ça à Tel Aviv. Alors que oui, d'ailleurs, pourquoi ils l'ont fait à Tel Aviv l'année même où Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Est-ce que c'est une expression justement de cette majorité du judaïsme américain qui est démocrate et qui en veut fermement au président américain? Moi, si vous me volez toute une réponse, Daniel, je vais avoir du mal à dire des choses nouvelles. Mais comme vous êtes perspicace et vous connaissez le sujet, pas du tout. Aucun problème. Alors écoutez, en effet, justement, Israël est un sujet controversé dans les communautés juives. Oui. Dans les synagogues, on préfère ne plus mentionner le mot Israël parce que dès qu'on parle d'Israël, et certainement du conflit, on a tout à coup la communauté qui se sépare en deux, ça crée des divisions au sein des communautés. Si le problème que soulève le thème principal, et c'est là où on va toucher au point essentiel de ce qui s'est passé, c'est entre que les Juifs de diaspora, les Juifs américains notamment, surtout d'ailleurs, c'est eux, la nouvelle génération est de plus en plus libérale, de plus en plus éloignée d'Israël et de plus en plus assimilée. 50% des Juifs américains de 30-18 ans ont qu'un seul parent juif, 60% des Juifs américains de l'âge de 24 ans à 54 ans, on l'a mentionné, n'ont pas d'enfants. Ils sont en train de devenir quelque chose qui est en train de se dissoudre, leur puissance est quelque part en dissolution. Et donc, on a une relation, et en Israël, comme chacun sait, on n'a plus que 7% des gens qui sont vraiment à gauche, et le pays devient de plus en plus nationaliste et traditionnaliste.
Donc on est dans un monde où on a une distanciation qui est en train de s'établir. C'est très difficile de s'identifier avec le projet sioniste. C'est un projet national qui ne correspond pas à l'éthos post-mondial, post-guerre mondiale, d'un monde sans frontières, sans nationalité, sans identité, etc. Donc on a un gros problème et le sujet israélien devient un sujet problématique dans les communautés américaines. Est-ce que c'est Binyamin Netanyahou qui est responsable de cette, on va dire, de cette fracture ou de cet éloignement, ou alors c'est un phénomène irréversible qui a débuté bien avant? Alors là, d'abord Netanyahou au JFNA, la conférence d'hier au GIE, organisée par le JFNA, était à une standing ovation de 5 minutes. Il a su leur parler complètement, mais en évitant tous les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, c'est le problème des conversions, le problème en Israël, du Kotel, c'est-à-dire depuis, comme chacun sait, le 6 octobre 1995, tout a commencé le 6 octobre 1995 quand Yitzhak Rabin, pour avoir fait passer Oslo B, le deuxième plan d'Oslo, a donné le rabbinat d'Israël aux mains des ultra-orthodoxes. Et c'est depuis là qu'on a les problèmes avec le Shabbat, qu'on a les problèmes avec le kasher, le problème avec les conversions et les problèmes qu'on a avec notamment le Kotel, par exemple. Ça veut dire qu'on a eu une situation où pour faire passer les accords de paix, la gauche a changé. À ce moment-là, tout à coup, on se retrouve que les Juifs américains ne trouvent plus leur place en Israël, puisque l'immense majorité sont libéraux. Et donc, ils n'ont pas de place en Israël, ils ne sont pas reconnus. Mais peut-être parce que tout simplement, de par leur option, leur libéralisme ou leur approche du judaïsme, eh bien, ils ne voient pas de lien de lien nécessaire ou indispensable avec l'État d'Israël aujourd'hui, parce que ça fait partie, on va dire, de leur approche du judaïsme, c'est tout. Je veux juste mentionner un fait qui a été mentionné par Tzvi Klein dans le Makor Rishon de ces dernières semaines, le fait que par exemple cette esplanade controversée, cette esplanade pluraliste du Kotel, sur laquelle, eh bien, dans l'absolu, les mouvements réformistes et conservatifs peuvent prier, eh bien, elle est quasiment déserte. Il suffit de passer de temps en temps au Kotel pour voir qu'il n'y a jamais personne, que ce judaïsme juif, ce judaïsme américain ne s'intéresse pas véritablement ni au Kotel, ni à cette partie de la tradition. Pour lui, le Beth Amikdash, c'est quelque chose d'interne, d'intérieur et pas vraiment d'extérieur. Il y a ce problème, cette problématique, n'est-ce pas? On a une communauté absolument. Donc, on a une communauté aux États-Unis qui a un autre mode d'engagement juif qui ressemble peut-être au judaïsme alexandrin du 1er siècle en Égypte. Ça veut dire un judaïsme qui est plus intériorisé, qui est plus universaliste et qui a beaucoup de mal avec le côté particulariste. Et qui est appelé à disparaître. Alors là, non, justement, là, il faut juste un tout petit peu faire attention. Et à deux niveaux, je voudrais répondre. D'une part, ce qui est très important à comprendre, si on veut comprendre la réalité des relations Israël-diaspora, les relations Israël avec le judaïsme américain, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe bien avec Donald Trump, mais il est très important, si on pense sur le long terme, et c'est là qu'on doit toucher l'essentiel du sujet d'une manière même utilitariste pour l'État d'Israël, c'est que demain, le gouvernement aux États-Unis peut changer. On peut avoir un Bernie Sanders ou des gens de gauche comme on aura probablement en Europe, dans beaucoup d'endroits où on aura un gouvernement comme on pourra avoir en Angleterre. Et dans un cas comme ça, il est important de garder cet arrière-pays juif, de tous ces juifs qui peuvent appeler leurs sénateurs et qui peuvent appeler leurs congressmen et qui vont demander, écoutez, je voudrais que vous fassiez plus pour Israël. Et c'est très très important pour Israël de ne pas perdre cette ressource. D'ailleurs, quand on rentre dans la TIE, le plus grand slogan qui était, c'était écrit, Israël est une ressource vitale pour l'avenir du judaïsme américain, et le judaïsme de diaspora est une ressource vitale pour l'avenir d'Israël, et ils ont totalement raison, cette phrase est essentielle. Donc il faut simplement comprendre. Ça veut dire que même dans les mouvements réformistes et conservatifs américains, on est conscient qu'il faut conserver ce lien. Que c'est la véritable bouée de sauvetage de ce judaïsme. Voilà, on est bien conscient que c'est le projet Taglit, donc qu'on va envoyer nos enfants en Israël, qui peut leur donner quelque chose qui pourrait motiver la jeunesse. Il faut quand même, pour motiver la jeunesse, il faut leur donner un projet, il faut leur donner une vision, il faut leur donner quelque chose qui les motive. Donc Israël est une ressource essentielle. Quand il y a eu le problème du Kotel et qu'ils ont commencé à vouloir arrêter de mentionner Israël dans leur
dans leur campagne de collecte de fonds, ils se sont rendus compte que s'ils enlevaient Israël, ils allaient perdre 50% de leurs dons. Donc il fallait absolument mentionner Israël, et parce que sinon ça devient problématique. Donc Israël devient quand même un appel fort au niveau émotionnel, en tout cas pour les personnes vieillissantes, et on est dans une situation qu'il faut simplement gérer. Alors ce qui est important, c'est-à-dire, dire, comme disent certains, le judaïsme américain va disparaître, il ne va pas disparaître demain. Il s'agit de 7 millions de personnes. C'est vrai qu'il y a une grande partie du judaïsme. Vous nous aviez vous-même dit, lors d'une intervention précédente, que le judaïsme réformiste et, dans une moindre mesure, le judaïsme conservateur est appelé à s'affaiblir de manière considérable avec cette absence de démographie, ce problème démographique, et le fait que dans 20 ans, ce sera 30% du judaïsme américain qui sera orthodoxe. Voilà, absolument. Donc on va avoir une croissance du judaïsme orthodoxe qui n'était pas du tout présent à la GIA, d'accord. Donc on va rajouter encore des choses. Ah oui, le judaïsme orthodoxe n'est pas représenté à la GIA ? Pratiquement pas. Il a été boycotté pratiquement par les ultra-orthodoxes. Il y avait pas beaucoup de kippos. Il y avait 2 rabbins que j'ai aperçus de Floride qui travaillent pour les communautés. Disons que le judaïsme orthodoxe ne s'est pas présenté, n'est pas intéressé par le monde des fédérations qui... D'abord, même au niveau de la puissance, simplement on va parler au niveau des financiers, le judaïsme américain, les écoles du judaïsme ultra-orthodoxe à New York, uniquement, leur budget annuel est de 2 milliards de dollars. Ils ont 150 000 enfants dans les écoles à New York, les ultra-orthodoxes ou les orthodoxes. Maintenant, le budget de le endowment, c'est-à-dire les fonds à long terme qui sont placés pour les fédérations, donc c'est pas pour l'année, c'est tout ce qu'ils ont, ils vivent ça avec uniquement par les intérêts de ces fonds qui sont placés, il fait 1,8 milliard. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire le monde ultra-orthodoxe est bien plus puissant, bien plus vital, etc. Mais ces gens-là, ces gens qu'on semblerait de dire c'est rien du tout, c'est grâce à eux que la puissance de l'État d'Israël, donc encore une fois dans une vision purement utilitariste, il est très très important de garder pour Israël ses amis qu'on a là-bas, du côté d'ailleurs républicain et du côté démocrate, de conserver ce lien. Donc, dire simplement, ces gens-là vont disparaître, ils ne vont pas disparaître dans les 50 ans. Ce qui est en train de se passer, et vous l'avez mentionné, c'est vrai qu'on a plus de 30, 40, 50% de la jeunesse juive américaine, juive, comme on l'a dit, qui ont au moins un parent juif, etc., qui ne se sentent pas du tout concernés par Israël, et que pour eux, c'est comme avoir les yeux bleus, avoir les monsieur marron, que quand vous leur dites la guerre à Gaza, pour eux, ils disent, c'est 2 humains, un Gazaïen ou un soldat israélien, c'est 2 humains, je n'ai pas de préférence pour un pour l'autre, etc. Donc on a un gros problème avec une grande partie de la jeunesse, mais il reste un noyau, c'est-à-dire qu'on a un recentrage, et au sein des réformés, il y a un petit noyau de gens qui deviennent très actifs, et au sein des conservatifs, 20% aussi qui deviennent très actifs. Donc on a une polarisation on perd le centre. Le vrai problème qu'on a du judaïsme américain, c'est qu'on perd la masse. La masse est perdue, malheureusement, et on ne sait pas comment faire. Et ça, c'est un grand danger qu'il faut qu'on pense. Et ce n'est pas lié à Netanyahou, c'est lié aux problématiques de l'État d'Israël. Ça serait Shimon Peres ou ça serait quelqu'un d'autre, ça serait demain la gauche qui serait en Israël. Ça ne changerait rien. Leur problème n'est pas avec qui est à la tête du gouvernement, mais plutôt le projet israélien lui-même, qui est un projet qui leur semble passé, ahistorique. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir un État pour les Juifs? C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Alors une dernière question, Dov, on a eu le sentiment, on parle beaucoup du judaïsme américain, le judaïsme français a sa structure propre. Est-ce que quelque part, on a vu par exemple au moment des attentats en France, des responsables juifs américains venir s'intéresser à l'avenir du judaïsme français? Est-ce que finalement, quelque part, le judaïsme français n'a pas aussi un apport à apporter au judaïsme américain de par sa structure un peu particulière, la structure consistoriale, qui lui permet de rassembler justement ce judaïsme et peut-être d'éviter des pertes, on va dire, irréversibles. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou c'est totalement utopique de parler de cela? Théoriquement, probablement. Aujourd'hui, la situation est irréversible. On ne peut pas tellement changer le modèle américain, à moins de changer complètement l'éthos américain qui dit qu'il faut absolument que ce mariage endogamique, le mariage entre juifs, est quelque chose qui est considéré comme pratiquement raciste, inaudible, imprononçable. On ne peut pas dire qu'on préfère se marier avec un juif. C'est quelque chose qui ne se dit pas
la culture américaine. Donc on est dans une situation qu'on voit aussi d'ailleurs en Europe, qui est partout. Est-ce que c'est lié aux structures? Peut-être. C'est-à-dire que de toute façon, la structure entre réformés et conservatif et orthodoxe qui aux États-Unis est une structure qui est adaptée au modèle américain, puisque, comme chacun sait, le modèle américain, c'était aussi, c'est dans chaque pays, les structures du pays des Juifs s'adaptent aux structures mentales et religieuses du pays dans lequel ils vivent. Donc le modèle consistoriel est un modèle centralisé qui correspond à une France centralisée, présidentielle, etc. Le modèle américain est un modèle fédéré, dispersé, avec une privatisation de la religion au modèle américain qui correspond. Donc, est-ce qu'on pourra apprendre des choses de France? Oui, on a toujours plein de choses à apprendre. Il y a des grandes choses qui se font en France. Il y a des grands projets qui se font aussi. Et au niveau structurel, est-ce que le consistoire pourrait être adapté aux États-Unis? Pour l'instant, comme ça, il faudrait que j'y réfléchisse. Au niveau des projets qui sont en France, oui, le projet Acadème, par exemple, c'est un grand projet qu'on pourrait certainement apporter aux États-Unis mais ils font des grands projets énormes, quoi. Ils ont des projets qui n'ont rien à voir au niveau des dimensions. Le JLR, c'est 200 000, 300 000 étudiants. C'est organisé par Chabad aux États-Unis, dans les universités, des programmes d'été où les gens qui font médecine étudient la médecine selon Maïmonide, et ceux qui font le droit font du droit comparé au droit hébraïque. Enfin, des choses qui sont reconnues par les universités. Enfin, il s'agit d'une puissance. Le judaïsme américain est une extrêmement grande puissance. C'est 50 milliards de dollars de philanthropie. C'est vraiment, il y a encore beaucoup de choses. Il est encore vivant et ne commençons pas à faire l'oraison funèbre d'un judaïsme qui pourrait. Et notre but à nous, plutôt, c'est de le faire revivre et de recréer ce lien. Il faut chercher les projets qui vont pouvoir repenser le rôle des intellectuels, comme disait Antonio Gramsci, et de créer des modèles théoriques qui, grâce à ça, on pourra le changer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On pourra changer les choses. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous les auditeurs de Kalita. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet des relations entre Israël et le judaïsme américain. Et bonne journée. Shalom. Shalom.